Donc, je lance le diaporama qui nous servira de fil rouge et de support pour cette présentation. Voilà, donc bienvenue sur cette session de commission restauration collective sur les marchés publics en restauration collective pour les produits bio et locaux. Excusez-moi, j'ai encore des gens qui demandent l'accès. Marie, je pense que je peux le gérer en même temps. Ah bah si tu arrives à le faire, ouais. Je pensais qu'il n'y avait que moi qui pouvais, mais si tu peux faire, super. Donc l'ordre du jour, on va refaire un tour d'actualité sur la loi Egalim pour ceux qui auraient besoin d'un petit rappel. Pour être tous sur le même niveau d'information, les rappels rapides sur les bases des marchés publics. Ensuite, on va faire un focus plus important sur les questions qui se posent souvent, que l'on constate sur le terrain, sur la gestion externalisée d'une société de restauration. Et on finira aussi sur un gros point sur les focus sur la gestion autonome, que l'établissement soit seul ou en groupement d'achat. Donc on a listé, nous déjà, on a préparé cette réunion en listant des questions que l'on a repérées sur le terrain. Donc peut-être que ça répondra déjà à certaines de vos questions. C'est pour ça qu'on va prendre des temps de questions-réponses à la fin de chaque grand chapitre. Comme ça, voilà, ça évitera de poser des questions sur des choses qui sont peut-être traitées 2 diapos plus tard. Donc, pour mémoire ou rappel, la commission restauration collective existe depuis 2012. À la base, c'est une mise en réseau des territoires qui travaillent sur les mêmes sujets d'approvisionnement de produits bio et régionaux en restauration collective. Et puis, progressivement, avec les sujets qui ont émergé, on a ouvert au cas par cas à d'autres publics. L'objectif est de prendre les sujets d'actualité et de les traiter collectivement pour avoir une base commune en région. Donc au niveau des publics, les territoires, c'est aussi bien les institutions type région, département, que les territoires, les parcs, les pays, vraiment tout type d'acteurs, plutôt de collectivités territoriales. On a également les partenaires autour de la table, donc Bio en Hauts-de-France, le CERD, mais également les partenaires des réseaux spécialisés Restoco, donc le réseau Restoco, Agores, la PASP, ça dépend effectivement des sujets et de leur disponibilité. Selon les sujets également, on a, comme là aujourd'hui pour vous, les acheteurs de restauration collective ou parfois aussi les fournisseurs de la restauration collective. Voilà, après, ça soutenu par des financeurs. Pour mémoire aussi, les sujets que l'on a traités ces 4 dernières années. Donc, je ne vais pas forcément les lister. Les plus récents, là, en 2020, on a reporté une réunion qui était prévue sur la thématique des potagers à septembre, parce que là, il y avait vraiment besoin d'un format participatif. Par contre, la thématique marché public, on pouvait se permettre d'essayer d'avancer en vous la proposant en visio, sachant que les déplacements sont parfois un peu compliqués quand on vient de loin dans la région. Donc, ça permettait d'avoir un plus grand nombre de personnes autour de la table. Donc pourquoi ce sujet des marchés publics? Nos structures, la Chambre d'agriculture, Aprobio ou Bio Hauts-de-France, on accompagne sur les territoires les communes, les collèges, les lycées. On constate qu'il y a quand même des sons de cloche assez différents parfois, même des juristes de communes qui sont clairement en désaccord. Donc on sait bien qu'il y a quand même une interprétation qui est possible dans ces marchés. Et parfois des formations qui sont peut-être un peu désuètes ou des informations qui sont contradictoires qui arrivent dans des newsletters. D'où cette initiative de prendre un avocat spécialiste au barreau qui va se présenter pour pouvoir traiter les questions et vraiment pouvoir avoir les réponses les plus claires possibles à nos questions sur les marchés publics. L'enjeu également est d'être prêt pour la loi Egalim, puisque voilà, les enjeux que l'on va vous présenter tout à l'heure, les pourcentages de la loi Egalim, l'important est ce qu'ils se traduisent dans des marchés publics de manière légale, on va dire, que ça soit acté, que ces marchés soient en accord avec cette loi Egalim. Et également, pour vous rassurer, on travaille aussi conjointement avec, j'ai déjà cité l'Agores, le réseau Restoco et la PASP, mais également l'APES qui mène un réseau des acheteurs, le CERD et la communauté urbaine de Dunkerque qui coanime le réseau APUR, qui est également un réseau pour parler de la commande publique responsable.
L'objectif n'est pas d'avoir une réponse toute faite. On sait bien que ça sera peut-être un peu compliqué, mais au moins qu'on ait un raisonnement commun validé en région, que tout le monde puisse avoir ce même niveau d'information. Donc on va essayer de diffuser le diaporama ou l'enregistrement pour ceux qui n'ont pas pu venir, et ça pourra nous servir de base de support aux discussions quand il y a encore des confusions ou des problèmes constatés. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de littérature et c'est pas facile de s'y retrouver dans tout ça. On en a bien conscience. On en est en tant que conseillère, les premières visées. Et voilà, on essaye de dégrossir aujourd'hui ce travail avec vous. Je laisse la parole à Monsieur Holterbach pour juste parler rapidement de lui, de ses compétences, sa spécialité. Oui, merci beaucoup Marie. Bonjour à tous. Kevin Holterbach, donc je suis avocat au barreau de Lille depuis maintenant 8 années. Je suis titulaire de la mention de spécialisation en droit public et plus particulièrement donc j'interviens en droit des contrats publics, des marchés publics, des concessions, également des autorisations contractuelles d'occupation du domaine public. Vraiment, de manière générale, dans le pan du droit public, tout ce qui se fait par le biais de contrats. Donc, je suis ravi d'être avec vous pour co-animer cette réunion aujourd'hui. Merci. Eh bien, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet, du coup, avec une introduction sur la loi Egalim. Maëlle, je te passe la main. Enfin, je passe les diapos. Oui, pas de souci. Donc, bonjour à tous. Maëlle Delable de la Chambre d'agriculture, je suis conseillère sur le développement de l'approvisionnement local. Donc sur la loi Egalim, on va pas faire un focus sur tous les points. Il y a différentes choses sur la diversification des protéines, le gaspillage alimentaire, mais on va être plutôt sur juste la partie produit pour remettre un petit peu les choses en ordre pour ceux qui éventuellement auraient besoin d'un petit rappel. Donc on va parler notamment des pourcentages qui sont des objectifs de pourcentage qui ont été introduits par cette loi. Donc ces objectifs vont s'appliquer à partir du 1er janvier 2022. Donc c'est vrai que ça commence à se rapprocher sérieusement. Le public qui est concerné par ces mesures sont toutes les personnes morales de droit public et privé qui ont la charge d'une restauration. Donc ça peut être la restauration scolaire, mais aussi universitaire, les établissements d'accueil d'enfants, les établissements de santé, tout ce qui est médico-social, et les établissements pénitentiaires également. Donc, et ça, que ça soit en gestion directe ou en gestion concédée, le prestataire va être également du coup concerné s'il est en charge de ce type de restauration. Pour rappel, donc le pourcentage qui va être demandé, il sera calculé en valeur hors taxe et sur une année civile. Donc ensuite, pour rappel sur les pourcentages, donc en fait, on parle de 50% de produits durables ou de qualité minimum. Et dans ces 50%, il y a 20% de bio minimum qui doivent être inclus. Et ensuite, il y a 30%, pour compléter les 50%, on a d'autres signes ou éléments qui peuvent rentrer dedans. Donc, les signes officiels de qualité, les SICO, donc AOC, AOP, IGP, label rouge, mais également d'autres mentions valorisantes, notamment les mentions fermier, produits à la ferme, produits de la ferme. Par contre, ces mentions-là, pour la partie fermière, elles s'appliquent uniquement pour les produits où il y a déjà eu une définition réglementaire pour ces produits-là. Et en fait, ça concerne uniquement les produits qui sont les œufs, le fromage et la volaille. Et c'est pour ça aussi qu'au niveau national, il y a des réflexions pour essayer de définir ce produit fermier sur d'autres produits pour élargir les possibilités. Puisque voilà, dans la loi, il y a par exemple pour les fromages vraiment une définition, ça doit être le lait de la ferme, transformé sur place, etc. Ensuite, il y a l'écolabel pêche durable qui est assez récent et où il y a finalement assez peu de
de structures. Je crois qu'il y a 5 pêcheries qui sont labellisées pour le moment et ce sont des pêcheries de thon plutôt dans le sud de la France. Donc malheureusement, nous, on est peu concernés dans la région par ce label pour le moment. Ensuite, il y a les produits, tout ce qui est haute valeur environnementale. Pareil, ça c'est un label qui est officiel, qui est reconnu au niveau national. Mais même s'il a une dizaine d'années, finalement, il a été surtout développé dans un premier temps dans les exploitations viticoles. Et il est encore peu présent quand même dans la région, même si on sent quand même qu'il y a un intérêt pour le sujet, puisque on voit des grossistes, on voit des grandes surfaces qui s'intéressent à cette haute valeur environnementale et qui veulent la mettre en avant comme un nouveau signe de qualité. Donc on a quand même de plus en plus d'agriculteurs qui s'y intéressent. Il y a plusieurs niveaux dans cette haute valeur environnementale. Pour vraiment avoir le petit logo que vous voyez à l'écran, il faut être en niveau 3. C'est le niveau maximum. Par contre, voilà, il y a un premier niveau qui est le respect de la réglementation, mais on n'a pas le droit de communiquer officiellement sur la haute valeur environnementale. Il y a un niveau 2 intermédiaire et le niveau 3. Sachant que du coup, dans la loi, heureusement, on a une autorisation de comptabiliser les produits qui sont en niveau 2 jusqu'en 2029. Et il faut savoir qu'il y a pas mal de démarches, notamment en région, comme Perle du Nord, par exemple, il y en a toute une série, Agriconfiance ou Qualité Carrefour, qui sont déjà, en fait, qui ont déjà reçu officiellement l'équivalence avec le niveau 2. Sur le site du ministère, vous allez retrouver notamment toutes ces démarches qui ont l'équivalence du niveau 2. Ensuite, il y a les labels des régions ultra-périphériques. Donc ça va peu nous concerner puisque ce sont des labels très spécifiques au département d'outre-mer pour des productions bien spécifiques à ces territoires-là. Et ensuite, il y avait un dernier point qui concerne les produits où l'on va prendre en compte les externalités environnementales, notamment via une analyse de cycle de vie, de la fabrication, enfin de la production du produit jusqu'à sa consommation. Et si on peut prouver qu'il a des externalités environnementales plus faibles qu'un autre produit, il pourrait également être comptabilisé. L'ADEME travaille sur la méthodologie, notamment avec une méthode qui s'appelle AgriBalise. Et pour l'instant, on n'est pas encore sur une utilisation, on va dire, massive et applicable très facilement à tous les produits. Voilà, je fais une petite aparté puisqu'il y a des démarches qui ne sont pas officiellement là-dedans, mais qui cherchent quand même à rentrer dans ces 50%. C'est le cas de Bleu Blanc Cœur, qui cherche à faire valoir des externalités environnementales plus faibles que sur d'autres produits. Donc voilà, ils essayent d'avoir une équivalence par rapport à ça. Et il y a également des réflexions sur le label MSC pour tout ce qui est pêche, qui est vraiment quand même bien implanté, bien connu du consommateur, certifié par un organisme indépendant et qui cherche également à voir s'il peut rentrer dans une forme d'équivalence pour pouvoir être comptabilisé. Voilà, donc là, on vous en fait une synthèse vraiment rapide. Si vous voulez approfondir cette thématique de la loi Egalim dans vos territoires, vous pouvez nous contacter et on pourra... il y a déjà des questions qui arrivent. Peut-on imposer du bio français ou un pourcentage? Du coup, on va voir sur la thématique du bio sur la loi Egalim, c'est le bio tout venant, pas forcément du français. Donc, on va voir justement, c'est dans les diapos suivantes, comment on fait pour avoir que ce bio soit un maximum régional. Bon, j'enchaîne du coup sur les rapides rappels des marchés publics. Donc, pour rappel, les 3 principes fondamentaux, parce qu'on a souvent la tendance à voir les marchés publics comme une contrainte plutôt que comme un cadre. Donc, pour mieux comprendre les fondements, il faut pouvoir
connaître les principes. Donc, trois principes à connaître. La liberté d'accès à la commande publique, c'est-à-dire que tout le monde doit pouvoir avoir accès à aux appels d'offres ou aux marchés publics qui sont publiés. Égalité de traitement des candidats, bon, c'est vrai que du coup, ça paraît logique qu'il ne puisse pas y avoir du favoritisme entre certains candidats, donc d'avoir des procédures qui permettent de garantir cette égalité de traitement, et la transparence pour permettre de justifier pourquoi c'est tel prestataire qui est retenu et pas les autres, et que ça ne soit pas toujours le copain, le cousin qui est le marché, mais que ça soit vraiment quelque chose d'objectivé un maximum. Donc, sur les types de contrats qui vont nous intéresser là aujourd'hui, notamment en alimentaire, il y a 2 cas de figure qui sont vraiment bien distincts. Le premier, c'est le marché public de fourniture en denrées alimentaires. Donc, typiquement, ce sont il y a plusieurs vocabulaires, donc on a essayé de lister un peu ce qu'on entend. La gestion en régie, les gestions autonomes, la régie directe, clairement, c'est quand il y a une cuisine sur place et que l'on achète les denrées à des fournisseurs. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Et le deuxième grand cas de figure, c'est les marchés publics de prestation de services, donc qui peut s'intituler gestion externalisée, gestion concédée, gestion déléguée. Alors là, c'est quand il n'y a pas de cuisine sur place, les repas sont livrés tout préparés. Donc la prestation de service, c'est la livraison de plats déjà cuisinés. Il existe des systèmes plus intermédiaires dans ces prestations de services que l'on appelle la concession partielle ou le semi-direct ou l'assistance technique aux achats. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de vocabulaire pour dire une même chose. C'est plusieurs exemples, plusieurs niveaux de délégation. Ça peut être la commune a une cuisine mais ne souhaite pas embaucher un chef de cuisine et donc fait appel à un chef de cuisine d'une société de restauration qui investit la cuisine municipale pour préparer les repas. Ça peut être la cuisine et le chef de cuisine qui sont municipaux, mais le chef de cuisine ne passe pas les achats. Il y a une prestation de service uniquement pour passer les achats via une société de restauration. Il peut y avoir comme ça plusieurs degrés de concession dans ce type de marché public de prestation de services. Et quand on réalise des diagnostics de site, c'est vrai qu'on reformule souvent les déclarations pour être bien sûr de comprendre le niveau de prestation qu'on est dans ce cadre-là d'assistance technique ou de gestion partielle. Il existe également la DSP, la délégation de service public, mais qui est un autre type de contrat et de passation, donc que l'on a mis un petit peu à l'écart, qui ne va pas vraiment nous concerner aujourd'hui. Un petit constat en Hauts-de-France, du coup, en nombre de communes, ce que l'on constate lors de nos diagnostics, c'est qu'on considère qu'il y a environ 3/4 des communes qui sont en gestion totalement externalisée ou en assistance en gestion partielle, comme je viens d'expliciter. Et donc, il reste 1/4 des communes qui ont une cuisine sur place. Quand on calcule en nombre de repas, donc ça fait évoluer un petit peu les pourcentages, on tombe à 2/3 en gestion concédée et partielle et 1/3 en gestion autonome. Donc ce sont des grandes tendances, hein, évidemment sur tous les territoires, c'est pas tout à fait ces tendances-là, enfin c'est pas tout à fait exactement ce qu'on peut retrouver, mais quand même ça reflète une vision de notre région Hauts-de-France. Et on a l'impression, alors c'est vrai que je n'ai pas revérifié avec les autres régions, mais que ce n'est pas forcément le cas dans les autres régions où le rapport est parfois inversé. Il y a plus de gestion autonome que de gestion externalisée. Donc, le fait de rebasculer en nombre de repas est important et ça nous permet de constater qu'il y a souvent les grosses communes ont gardé ce mode en gestion autonome, ce qui peut s'expliquer sur le fait que les toutes petites communes, ça leur revient très cher d'avoir le personnel et les compétences juridiques et donc ils préfèrent déléguer cette partie restauration à des prestataires qui sont équipés pour ça en région. Au niveau des collèges et des lycées, dans notre région, on est en très grande majorité en gestion autonome, c'est-à-dire qu'il y a des cuisines sur place qui sont pour la grande majorité très bien équipées en légumerie également pour pouvoir cuisiner des produits bruts.
Au niveau des établissements médico-sociaux, là, on constate des grandes disparités. Il y a des établissements qui ont leur cuisine sur place, mais d'autres qui passent par des très grandes, voilà, des sociétés de restauration, des encore plus grandes sociétés de restauration que pour la restauration collective. Et on n'oublie pas les restaurants administratifs et les hôpitaux, éventuellement les prisons, les services, autres services de l'État, qui sont également des restaurations collectives. Il y a les entreprises également qui sont des restaurations collectives privées, mais qui restent des restaurations collectives à caractère social. Et donc, selon les territoires sur lesquels nous travaillons, nous pouvons plus ou moins avoir les informations sur ces structures-là, puisque ça rentre ou pas dans les programmes d'action. Donc là, on ne peut pas tellement se prononcer sur des chiffres en région parce qu'on n'a pas l'exhaustivité des informations. Mais sachez que c'est également des acheteurs de restauration collective qui peuvent du coup, en étant unis, permettre de faire vraiment levier sur les achats auprès des fournisseurs. On va redétailler ça dans les deux cas de figure, dans la gestion externalisée et la gestion directe, mais juste pour que vous ayez la vision globale de toutes les étapes dans les marchés publics, que ce soit en fourniture de denrées du coup ou en prestation de services. Donc on vous a listé là toutes les grandes catégories et ce qui est important de constater, c'est que la préparation est finalement elle est vraiment très prépondérante sur l'ensemble des étapes des marchés publics. Donc, elle n'est vraiment pas à sous-estimer et à passer trop vite, puisque c'est toute cette étape de préparation qui va conditionner la bonne réussite du marché. Donc, pour les lire, dans la préparation, il y a définir son besoin, déterminer de ce fait la procédure la plus adéquate, réaliser du sourcing pour savoir si nos envies peuvent trouver écho sur le territoire, et ensuite passer à la rédaction du marché en choisissant son allotissement, en demandant les éléments dans le mémoire technique et en choisissant les critères de notation. Ensuite, du coup, au niveau de la passation, nous considérons qu'il y a la publication et le choix des candidats. Et dans l'exécution, au-delà de l'envoi des commandes, de la facturation et du paiement qui n'est pas oublié, on a reprécisé les contrôles de la bonne exécution, puisque on voit souvent des marchés qui sont très très bien rédigés en amont, qui sont très stricts, et derrière, s'il n'y a pas de procédure de contrôle de cette bonne exécution, ça repose uniquement sur le bon vouloir du prestataire. Et donc, voilà, le bon vouloir sans être trop pessimiste, ça peut être aléatoire. Donc, de prévoir les bonnes... et ça se prévoit au moment de la préparation, effectivement, de prévoir les procédures de contrôle, mais également de les réaliser lors de l'exécution. C'est important pour le bon suivi du marché. On vous a remis également les seuils des procédures, donc qui ont évolué, qui évoluent assez régulièrement. Donc actuellement, le seuil pour le premier seuil est à 40 000 € hors taxe. Donc où on peut passer en 3 devis. Donc il y a moins de procédures voilà, quand on est en dessous de cette limite de 40 000 € hors taxe. Et pour certaines petites communes, c'est déjà 40 000 € hors taxe suffisant pour ne pas avoir à passer de procédures plus lourdes. Et sinon, au-delà, il y a le MAPA. On va voir tout à l'heure le MAPA, du coup, le marché à procédure adaptée, pour ceux qui ne sont pas acculturés au sigle. Donc, il y a la procédure et la publicité qui est différente pour chacun des seuils. On ne va pas s'attarder là-dessus parce qu'il y a beaucoup de spécialistes qui sont connectés. Alors, je ne voudrais pas leur apprendre des choses qu'ils savent déjà. Là, je repasse la parole à Monsieur Holterbach qui va parler des risques des contentieux en marché, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de communes que nous, on accompagne qui, à un moment donné, étant perdues par ces procédures, se demandaient s'il ne valait pas mieux de faire voilà, passer en force et que le risque du contentieux était tellement faible que ça valait pas le coup de s'embêter à travailler sur ces marchés publics. Donc, une petite précision sur les risques contentieux. Merci Marie. Oui, effectivement. Effectivement, des choses qu'on peut constater dans la pratique, c'est-à-dire qu'on finalement, on ne fait pas de passation, on ne fait pas de publication d'avis. On se dit, si on fait tout ça de manière un peu opaque, finalement, si personne ne le sait, personne ne pourra attaquer nos marchés.
C'est pas entièrement vrai. Il y a quand même maintenant, aujourd'hui, beaucoup de procédures qui permettent à un concurrent évincé d'attaquer un marché public et ce, à différents stades. La première procédure qui est maintenant bien connue, parce qu'elle a maintenant une vingtaine d'années, c'est le référé précontractuel, c'est-à-dire que c'est une procédure d'urgence qui sera donc jugée généralement en 2 ou 3 semaines et qui permet à un candidat qui a candidaté donc à un marché public et qui ne l'a pas obtenu d'attaquer la procédure et d'obtenir l'annulation totale ou partielle de la procédure de passation. Donc, bon, ça, c'est déjà une première chose qui est très embêtante, puisqu'on sait généralement que les calendriers des collectivités pour la passation de leur marché sont toujours assez serrés, et lorsqu'on est obligé de refaire complètement une procédure de passation, c'est toujours très embêtant. Le référé contractuel, lui, il est plus récent, puisqu'il date d'une ordonnance qui date de 2009. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas la cession de rattrapage du référé précontractuel, c'est-à-dire qu'un candidat, normalement, sauf rares exceptions sur lesquelles on ne s'attardera pas ici, peut faire soit un référé précontractuel, soit un référé contractuel. Le référé contractuel, en réalité, il a vocation à être mis en œuvre lorsque, finalement, la collectivité n'a pas fait ce qu'elle devait faire en matière de publicité de sa procédure de passation et que, finalement, on apprend tardivement, le candidat apprend tardivement qu'il y a eu passation d'un contrat qui aurait pu l'intéresser et sur laquelle il n'a pas été informé. Donc il va attaquer cette fois-ci non pas la procédure de passation, mais le contrat lui-même. Le référé contractuel, globalement, et le référé précontractuel aussi d'ailleurs, sanctionne les seuls manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Donc ça ne concerne pas l'ensemble des vices qui peuvent frapper un marché public, et ça ne concerne d'ailleurs pas globalement le contenu du marché public, mais bien la procédure qui a amené à la passation de ce marché. Donc le référé contractuel, on peut aboutir à l'annulation du marché, ce qui est encore plus embêtant s'il a déjà connu un début d'exécution. Et ensuite, le troisième recours, qui n'est pas un recours d'urgence, puis qui est un recours au fond, donc qui est jugé beaucoup plus lentement, j'allais dire, par les juridictions administratives, puisque là, généralement, dans ce cadre de procédure-là, on a un jugement au bout d'1 an et demi, 2 ans. C'est ce qu'on appelle le recours en contestation de la validité du contrat. C'est un contentieux qui peut être très embêtant pour les collectivités, puisque non seulement le candidat là peut obtenir l'annulation du contrat, mais peut également obtenir le versement d'indemnités, c'est-à-dire la condamnation de l'acheteur public à lui verser des indemnités qui ne sont pas négligeables, puisqu'elles sont calculées sur le taux de bénéfice net qu'aurait pu réaliser le concurrent évincé qui a fait le recours s'il avait été attributaire du contrat. Donc, hypothèse à ne pas négliger du tout. Tout ceci, ce sont des procédures qui sont traitées par un juge spécial, qui est le juge administratif que les collectivités connaissent plutôt bien. Petite alerte sur un nouveau type de recours. Donc, il est un peu moins maintenant puisqu'il commence à avoir, il a 3 ans tout pile aujourd'hui. C'est le recours tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat, c'est-à-dire que là, c'est un type de recours dans lequel un candidat va demander à la collectivité de résilier un marché qu'il estime irrégulier, et si la collectivité refuse de résilier ce marché, elle peut attaquer tout ce refus de résiliation devant le tribunal administratif. Donc c'est un tout nouveau type de recours et c'est un tout nouveau risque qui pèse sur les marchés publics. Dans la pratique, pour l'instant, on voit ce type de recours très très peu souvent, mais c'est pas impossible que ce soit quelque chose qui vienne à être généralisé au fil du temps. Le dernier risque contentieux assez important qui peut peser sur un marché ou sur un contrat administratif d'une manière générale, c'est le déféré préfectoral. C'est-à-dire que là, c'est le préfet, représentant de l'État dans le département, qui, dans le cadre de son contrôle de légalité, va examiner un certain nombre de marchés. Alors là, c'est du contrôle par sondage, puisque évidemment, les préfectures ne disposent pas du personnel nécessaire à contrôler tous les marchés. Donc, il va contrôler par sondage certains marchés. Et s'il estime qu'il y a un marché qui est irrégulier, dans un délai de 2 mois à compter du moment où l'ensemble des pièces du contrat ont été transférées à la préfecture, il peut exercer un recours qui est généralement plutôt, la première étape, c'est un recours gracieux, comme peuvent le faire des justiciables, je vais dire, classiques. Et dans un deuxième temps, si la collectivité refuse de résilier ou d'annuler le contrat, il peut effectivement demander au tribunal également l'annulation du marché. D'accord. Du coup, là, voilà, vous avez l'étendue des risques contentieux. Après, charge à vous de voir ce qui est
à réaliser, hein. Du coup, on a listé quelques questions les plus fréquentes avec une pré-réponse rédigée et des compléments à l'oral. Donc, on va dérouler. Sur les seuils. Les seuils se calculent-ils sur le montant total de tous les lots sur toute la durée du marché, reconduction comprise? Alors ça, c'est évident, c'est vrai. L'idée de la procédure de passation d'un marché public, c'est bien évidemment d'être le plus maximaliste possible. Donc, il faut prendre en compte toutes les hypothèses. Si vous voulez vous laisser la possibilité, comme c'est souvent le cas dans des accords cadres, ce qu'on appelait avant les marchés à bon de commande, qui sont maintenant les accords cadres à bon de commande, ou maintenant les accords cadres à marché subséquent, qui durent généralement 4 ans, mais qui sont toujours d'1 an reconductibles 3 fois. Eh bien, il faut prendre, bien sûr, l'ensemble des périodes de reconduction pour calculer le seuil. Parce que si vous ne le faites pas, si vous le calculez simplement sur une année, quand vous voudrez reconduire, finalement, il faudra repasser une procédure de passation. Et ça se calcule évidemment sur l'ensemble des lots. Ce qu'il faut, c'est prendre la valeur complète du contrat pour déterminer le seuil de passation d'un marché public. Alors, effectivement, je vois la question dans la conversation, c'est traité par la suite, mais juste pour en dire déjà un mot, le seuil de procédure formalisée en marché public de service, c'est 214 000 € hors taxe. Ça, c'est le principe, mais il y a des exceptions, comme toujours, sinon c'est pas rigolo, le droit, et notamment ce qu'on appelle les marchés publics de services spécifiques, qui, eux, peuvent être passés en procédure adaptée, quel que soit leur montant. Avec une toute petite exception, puisque, effectivement, mais vous le voyez, c'est des seuils qui sont quand même très, très hauts, et je doute que les collectivités aient à le connaître, mais si le montant de votre marché dépasse la somme de 750 000 € hors taxe, vous pouvez passer effectivement en procédure adaptée toujours encore, mais petite exception, il faut un avis de marché qui est publié au journal officiel de l'Union européenne, et ce parce qu'on considère qu'au-delà de 750 000 € hors taxe, ça peut intéresser des opérateurs économiques qui sont situés dans l'ensemble de l'Europe et pas seulement sur le territoire de la France. Donc là, c'est effectivement une information très intéressante. Ça veut dire que les communes, globalement, sont soit concernées par inférieur à 40 000 € hors taxe, soit seront en MAPA, en marché à procédure adaptée, ce qui quand même Voilà. qui soulage la procédure. Ça soulage oui et non. Alors c'est vrai que la procédure adaptée, c'est une procédure qui est plus simple, globalement qui est plus légère. C'était un peu la vocation du législateur. Le revers de la médaille de cette passation, c'est que pour les collectivités, les petites collectivités et les petites communes qui ne sont pas forcément armées d'un service juridique ou qui connaissent assez mal finalement le droit des marchés, c'est une procédure qui est très peu balisée. Aujourd'hui, le texte de référence pour la passation des marchés publics et pour leur exécution aussi, d'ailleurs, c'est le Code de la commande publique. Il est très récent, et vous verrez dans le Code de la commande publique, finalement, la passation des procédures adaptées fait l'objet de très peu de dispositions. Donc, c'est une procédure qui est très peu balisée et donc qui potentiellement peut être soumise à plus de risques de passation. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour aiguiller un peu les collectivités qui sont assez différemment armées pour faire face à ce genre de problématiques. Je reviens sur la question du hors marché, comme il est souvent cité, des 40 000 €. Voilà, il y avait une réaction aussi dans la conversation. Est-ce que juste faire 3 devis, c'est réglo? Comment ça se passe? En dessous de 40 000 €, qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas le droit de faire? Alors, en dessous de 40 000 €, pour revenir un peu historiquement, c'est vrai que ce seuil de 40 000 €, il est assez récent puisqu'il date de la fin de l'année 2019. Avant, c'était 25 000 €. Ce seuil de 25 000 €, il était assez uniforme. Il y avait 3 choses, c'est-à-dire qu'en dessous de 25 000 € hors taxe, enfin 24 999 du coup, on avait le droit de passer un marché sans procédure de passation. On avait le droit de le faire, d'ailleurs, il n'y avait pas d'obligation à ce que le contrat soit écrit. Et en dessous de ce seuil, il n'y avait pas d'obligation non plus de publier les données essentielles des marchés sur le profil acheteur. Vous savez que maintenant, avec la dématérialisation des marchés publics, vous êtes tous tenus, collectivités publiques, personnes morales de droit public, d'avoir un profil acheteur pour la passation de vos marchés de manière dématérialisée. Bon, en dessous de 25 000 €, il n'y avait pas de données essentielles à publier sur ces marchés. Début d'année 2020, donc, on passe à 40 000 €, mais pas pour tout. C'est la beauté de la chose.
C'est-à-dire qu'en dessous de 40 000 euros hors taxe, vous avez le droit effectivement de passer de gré à gré, c'est-à-dire sans procédure de publicité de mise en concurrence. Vous avez le droit de ne pas mettre les données essentielles du marché sur le profil acheteur. Par contre, le seuil de l'écrit reste à 25 000 euros. Ça, c'est important. Et s'agissant de la procédure de passation, il y a deux choses. C'est vrai que d'une manière traditionnelle, on entend souvent parler de cette règle des trois devis. Alors, il y a une précision qui est extrêmement importante à faire au sujet de la règle des trois devis, c'est que ce n'est pas du tout une règle et que il faut bien faire attention à la manière dont on l'utilise. Parce qu'en réalité, le juge administratif, il dit quoi? Il dit que lorsque effectivement une collectivité se contente de demander trois devis, elle s'est astreinte elle-même à une procédure de passation d'un marché public, à une mise en concurrence, mais qui est insuffisante, puisqu'elle ne respecte pas l'ensemble des règles. Donc, demander simplement trois devis, vous avez toutes les chances de faire tomber votre procédure pour irrégularité. Parce que finalement, vous aurez fait un pas sur une mise en concurrence, mais vous n'aurez pas respecté l'intégralité des obligations de mise en concurrence, et donc votre marché, il sera passé de manière irrégulière. Donc, je sais que ce n'est pas un discours que vous avez l'habitude d'entendre, mais en dessous de 40 000 euros, il faut faire tout l'un ou tout l'autre. C'est-à-dire que soit vous avez identifié votre partenaire, votre co-contractant, et vous passez complètement de gré à gré sans mise en concurrence. À la rigueur, vous pouvez, rien ne vous interdit de le faire un peu de sourcing quand même pour vous renseigner un peu sur qui fait quoi et qui semble le même au mieux de répondre à votre besoin. Soit vous faites complètement une vraie procédure de mise en concurrence parce que vous estimez que même si effectivement on est en dessous de 40 000 euros, c'est important d'avoir une mise en concurrence pleine et effective pour choisir votre opérateur. Mais il ne faut pas s'arrêter au milieu du gué et pas simplement se contenter de demander trois devis. C'est d'autant plus le cas que si la règle des 40 000 euros est applicable au niveau national, elle n'est pas applicable au niveau européen. C'est-à-dire que le juge européen, lui, il ne connaît pas ces 40 000 euros, il ne connaît pas la règle des trois devis. Pour le juge européen, 1 euro public dépensé implique une mise en concurrence. C'est une fameuse jurisprudence, enfin fameuse pour les juristes, la jurisprudence Tell-Austria. Mais donc, il faut quand même bien faire attention à ça aussi. C'est-à-dire que si vous avez un marché, bon, c'est relativement rare en matière de restauration collective, mais ce que je dis, ça s'applique à tous les marchés publics. Hein. Si vous avez un marché qui est en dessous de 40 000 euros, mais qui a, parce qu'il est très très rare, vocation à intéresser des opérateurs économiques qui sont en Belgique, en Suisse, en Allemagne ou n'importe où en Europe, il faut quand même se poser la question de savoir si on ne fait pas une mise en concurrence, même si on est en dessous de 40 000 euros, pour pouvoir intéresser plusieurs opérateurs économiques. Voilà. On avait traité. Après l'attribution d'un marché, est-il possible de passer à un nouveau marché pour un nouveau besoin ponctuel qui est assez proche, mais qu'on considère ne pas être couvert par le marché actuel? Oui, bien sûr. Ce qu'il faut, c'est s'intéresser de près à la manière dont est défini le contrat. Soit votre prestation elle est inclue dans le contrat, de la manière dont on peut interpréter les stipulations, et c'est l'importance d'avoir un contrat qui est rédigé finement, parce que plus votre contrat sera fin, plus votre contrat sera bien rédigé, mieux on pourra déterminer ce qui est dans le contrat et ce qui ne l'est pas. Si la prestation n'est pas inclue dans le contrat, bien évidemment que vous pouvez passer un contrat à côté pour y satisfaire à ce nouveau besoin qui n'est pas donc couvert par le marché qui est déjà en cours. Est-ce qu'on peut utiliser la technique de lancer plusieurs procédures de passation et en déclarer toute ou partie sans suite, notamment celles qui ne nous intéressent pas, moins? Alors, c'est vrai juridiquement, c'est un peu plus subtil dans les faits, parce que la règle veut que, d'une manière générale, vous n'êtes jamais obligé d'aller au bout d'une procédure de passation quand vous l'avez lancée. C'est-à-dire que pour une raison X ou Y, si en cours de procédure, vous apercevez que finalement le contrat qui va être passé ne répond que partiellement à vos besoins, parce qu'il y a des besoins qui sont apparus en cours de route, ou si vous avez un doute sur la régularité de la procédure de passation, ou si finalement vous apercevez que vous avez oublié une prestation, rien ne vous oblige à passer le contrat qui est en cours de passation. Vous pouvez déclarer la procédure sans suite. Là où je dis que c'est un peu plus subtil, c'est que la déclaration sans suite, c'est une décision administrative et que c'est une décision administrative dont les candidats doivent être informés et qui doit donc être publique et qui doit donc être motivée.
Donc, s'amuser à passer plusieurs procédures de passation pour en déclarer tout ou partie sans suite, c'est un jeu qui marche pas, qui marchera pas plusieurs fois parce que c'est de la décision de déclaration sans suite. Elle peut être soumise à l'analyse du juge administratif par un candidat qui se dirait mais moi je dépense quand même beaucoup d'argent pour répondre aux procédures de cet acheteur. C'est maintenant la deuxième ou la troisième qui s'amuse à déclarer sans suite. Moi ça m'amuse pas tellement. Je vais contester le motif de déclaration sans suite devant le tribunal. Donc c'est un outil qui est très utile parce que encore une fois tant que vous n'avez pas notifié le contrat signé à votre prestataire, vous n'êtes pas engagé juridiquement, vous pouvez déclarer sans suite, mais donc c'est un outil à utiliser avec parcimonie. Il ne faut pas en faire une stratégie, quoi. C'est plutôt Voilà. une roue de secours. Voilà, exactement. Du coup, on a fini sur les généralités marché public. On va passer sur les cas précis de la gestion externalisée et de la gestion autonome, à moins qu'il y ait une question qui soit encore généraliste sur la discussion. Je n'en vois pas. Je pense que là, les précisions sur les 40 000 € ont été les bienvenues. Donc, on enchaîne sur le focus sur la gestion externalisée à une société de restauration. Donc voilà, avec tout le vocabulaire différent qui peut être afférent à ce format-là, même si, bon, bah voilà, moi, je parlais plutôt de gestion concédée historiquement, mais après discussion avec Monsieur Alterbach, on parlera plutôt de gestion externalisée, qui est plus correcte d'un point de vue juridique. Donc, sur les marchés de prestation de services, on retrouve les différentes étapes communes à tous les marchés publics. Donc, sur ce qui est important lors des gestions externes, pour les gestions externalisées, lors de la définition du besoin, c'est de bien connaître le nombre de repas, parce que c'est ça qui va permettre de calculer le montant du marché et donc ensuite de calculer la procédure qui va être nécessaire. Et faire le sourcing. Donc là, il s'agira de lister les sociétés de restauration qui interviennent sur le secteur, sur la région Hauts-de-France. Ce type d'information, si vous en avez besoin, nous, les conseillères en restauration collective, on a aussi des listes, donc il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Au moment de la rédaction du marché, donc la rédaction du cahier des clauses techniques et particulières, le CCTP, c'est à cet endroit-là que nous, on intervient principalement pour conseiller sur la rédaction pour intégrer les notions de bio, de local, de développement durable, en précisant qu'il faut bien les détailler, que ce soit au niveau de l'introduction dès l'objet du marché, donc bien préciser les intentions de la collectivité, qui permet ensuite de légitimer les exigences qui sont inscrites en termes de pourcentage pour la suite. Donc le pourcentage de bio, le pourcentage de produits régionaux, le respect des saisons, vraiment tout ce qu'on peut demander dans le mémoire, dans les spécifications. Et être précis sur les demandes lors du mémoire technique pour permettre de vérifier la bonne compréhension des exigences par les prestataires et éviter les copier-coller des prestataires d'une structure vers une autre, ce qu'ils ont parfois tendance à faire par simplicité. Donc, le mémoire technique permet aussi de vérifier qu'ils ont bien pris en compte les spécificités de la commune ou de l'acheteur concerné par ce marché actuel. Au niveau du règlement de consultation, donc le RC, c'est là où on va conseiller sur les critères. Donc, le critère prix, on conseille de ne pas le faire dépasser de 40%. Autrement, il devient trop prépondérant et les autres critères trop minoritaires pour avoir une petite chance de peser sur la note. Et ensuite, c'est là où on discute des autres critères que l'on peut ajouter, tels que le critère performance en développement environnemental, le critère circuit court. Il n'y a pas de critère origine géographique, c'est pour ça que c'est barré. On va y revenir plus précisément après, ne vous inquiétez pas. Au niveau du choix des candidats, pour que ça soit net et objectiver un maximum le choix des candidats par rapport à ces exigences et ces critères, bien avoir des formules de calcul. Donc c'est pareil, on a nous des bases un peu de formules toutes prêtes qu'on peut utiliser, mais on s'adapte en général à chacun des acheteurs pour savoir quelle est la méthode de calcul qu'ils souhaitent mettre en place. Ils sont parfois plus ou moins gentils avec les sociétés de restauration. Donc la formule de calcul, dès qu'elle est identique pour tous les candidats, il revient à l'acheteur de la fixer.
Ça permet également de justifier dans le rapport d'analyse l'attribution des notes, que ça soit moins subjectif et un maximum objectivé. Et au niveau de l'exécution du marché, donc dans nos conseils, c'est effectivement de bien adapter les nombres de repas aux besoins, puisque c'est dans la lutte anti-gaspillage, voilà, tout le monde travaille sur cette thématique-là. C'est vrai que du coup, d'adapter dans la mesure du possible, parce que les sociétés ne peuvent pas toujours être au plus fin sur le nombre de repas, mais au moins de bien avoir ça en tête. Et de contrôler le prestataire. Donc, il existe différentes méthodes pour contrôler. Il existe des méthodes un peu plus légères, on va dire, où on contrôle juste à la lecture des menus. Si c'était engagé à faire 20% de bio, à la lecture des menus, on peut déjà voir si la tendance permet de valider ces 20% ou si on est très en dessous ou bon, au-dessus, ça arrive rarement. Mais au moins, ça permet un premier coup d'œil. Et ensuite, dans la rédaction des marchés, lorsque l'on a bien mis en place les procédures de contrôle, on va pouvoir aller jusqu'à leur demander les bons de commande des produits. C'est-à-dire que si on a exigé que les carottes soient biologiques lorsque c'est la saison, on peut leur demander les bons de commande, les factures de ces carottes bio de tel jour. Ça nous permet de vérifier que le déclaratif du menu, ou en tout cas le déclaratif au moment de la réponse du marché, est bien respecté lors de l'application du contrat. Sachant qu'il faut être vigilant, les sociétés de restauration sont souvent très vigilantes en début et en fin de marché. Et au milieu de marché, c'est là où il peut y avoir parfois du flottement. Alors je dis parfois parce qu'il ne faut pas non plus généraliser, mais il appartient quand même à l'acheteur de vérifier cette bonne exécution. Voilà pour les généralités sur cette partie. On va passer aux questions-réponses déjà prévues et après on prendra vos questions qui n'avaient pas été forcément peut-être anticipées. Donc, peut-on volontairement limiter notre marché à 1 an, donc sans reconduction ou alors 1 ou 2 reconductions, parce qu'on souhaite rester sous le seuil des 40 000 €? Alors, oui et non, en fait. Je vois que j'avais répondu que oui, mais finalement, en fait, on peut volontairement limiter le marché à 1 an, bien sûr. Si c'est objectivement justifié, il n'y a aucun problème pour limiter le marché à une durée d'1 an. Par contre, ce qu'il ne faut pas, justement, c'est le limiter à 1 an pour rester sous le seuil des 40 000 €. Ce qu'il faut éviter, c'est ce qu'on appelle le saucissonnage, quel qu'il soit. Généralement, on a du saucissonnage qui peut être plutôt, j'allais dire, en termes de besoins, c'est-à-dire qu'on va dire, moi j'ai un besoin que de ça, et finalement j'ai aussi un besoin de ça, mais donc je fais 2 contrats différents. Et donc les montants sont plus petits que le montant de procédure formalisé ou de publicité un peu plus renforcée. Ça, c'est pas possible. Même que le saucissonnage temporel n'est pas possible non plus. On revient un peu sur ce qu'on disait avant, c'est-à-dire qu'il faut bien prendre l'ensemble des éventualités et calculer l'ensemble de la valeur du contrat. Donc, limiter le marché à 1 an, oui, c'est possible, tout à fait, si c'est objectivement justifié. Si c'est seulement pour rester sous le seuil des 40 000 €, c'est pas possible. C'est du saucissonnage, et donc c'est une procédure qui sera irrégulière. Du coup, autre cas de figure, est-ce qu'on peut considérer que les repas scolaires en temps normal du midi et les centres aérés ou les pique-niques des centres de loisirs peuvent être considérés comme 2 marchés distincts? Alors oui, bien sûr. Là encore, ce sera là où il sera important de faire attention, c'est sur la rédaction des contrats et de ce qui est inclus ou pas dans le champ d'application du contrat. En matière d'allotissement et en matière de définition donc de l'eau, l'acheteur public, il a ce qu'on appelle une liberté quand même assez forte de définir le contenu de ces lots, qui donc peuvent être très fins ou peuvent être relativement, j'allais dire, hétérogènes. Donc cette liberté-là, finalement, elle est assez peu contrôlée par le juge. Le contrôle du juge, il se limite à ce qu'on appelle l'erreur manifeste d'appréciation, c'est-à-dire que si, pour grossir le trait, vous mettez des baguettes de pain et des poutres en béton dans le même marché, ça va pas fonctionner. On est vraiment sur 2 prestations distinctes qui justifient là pour le coup 2 lots distincts. Mais
donc les repas scolaires du midi et les pique-niques des centres peuvent être dans le même contrat ou dans le même lot, mais peuvent tout à fait effectivement être distingués en deux lots, puisque on n'est pas sur les mêmes conditions d'exécution, on n'est pas non plus forcément sur les mêmes aliments, puisque pour un pique-nique, il faudra des choses qui sont un peu plus pratiques quand même à manger sans disposer de l'ensemble de ce qu'on peut, du matériel qu'on peut avoir dans une cuisine scolaire, par exemple. Alors, on arrive à la question très importante de la rédaction. La question. Donc, effectivement, c'est la question. On va y prendre du temps pour être bien sûr d'avoir tous compris. Donc, on parle bien des gestions externalisées, je précise. Peut-on clairement indiquer des exigences en produits locaux, régionaux ou de région Hauts-de-France dans les marchés? Alors, la réponse simple, c'est oui. Historiquement, en matière de marché public, effectivement, ce critère local, c'est un peu le critère maudit. Les gens ne comprennent pas généralement le droit des marchés publics, c'est assez nébuleux, assez complexe, mais les gens ont bien identifié quand même que le critère local, c'est quelque chose de dangereux. C'est effectivement le cas, c'est un outil qu'il faut manier avec précaution, mais dans la logique des choses, c'est un critère qui peut être utilisé s'il est objectivement justifié par la bonne exécution du contrat. Et c'est d'ailleurs ce que dit très précisément ce que disent les dispositions du Code de la commande publique. C'est-à-dire que la provenance ou l'origine déterminée, comme d'ailleurs la référence à une marque ou un brevet spécifique, sont des choses qui sont par principe peu recommandées parce que ce sont des choses qui sont discriminatoires. Mais il est possible de l'utiliser lorsque c'est justifié objectivement par l'objet du marché. Et on a encore eu un exemple concret très récemment, puisque en fin d'année dernière, le Conseil d'État a validé, alors ce n'était pas dans le cadre d'un marché de restauration, c'était dans le cadre d'un contrat de concession d'exploitation d'un port. On dirait que ça n'a pas grand-chose à voir, mais quand même, l'acheteur public avait, dans le cadre de sa passation, fixé un critère de choix qui était celui du nombre d'emplois locaux créés dans le cadre de l'exécution du marché. Donc on avait bien un critère local, et le Conseil d'État a validé l'utilisation de ce critère parce qu'il a considéré que l'exploitation du port contribuait bien à l'économie locale, et que donc ce critère du nombre d'emplois locaux créés était objectivement justifié et n'était pas discriminatoire. Donc ce qui est important, c'est ça, c'est de bien vérifier qu'on a un critère d'origine géographique qui soit justifié par le marché et qui ne soit pas discriminatoire. Or, en l'occurrence, le fait de se procurer des produits via des distributeurs locaux dans le cadre d'un marché de restauration, ce n'est pas discriminatoire puisque on n'est pas là sur un critère qui viendrait obliger les opérateurs qui répondent au marché à être des producteurs locaux, à être vraiment localisés dans le périmètre du marché. Donc, le critère n'est pas discriminatoire. Il faudra forcément être fin dans la rédaction et dans la justification de l'emploi de ce critère, parce que c'est sûr que c'est un critère qui est dangereux et c'est un critère qui interroge beaucoup les opérateurs économiques. Mais globalement, c'est possible d'utiliser un tel critère. Si j'essaye de reformuler l'explication, pour être sûr d'avoir bien compris, concrètement, on ne peut pas exiger que la société de restauration soit basée proche de chez nous, qu'elle soit régionale. Par contre, on peut exiger de ces sociétés de restauration qu'elles se fournissent auprès des fournisseurs régionaux. Et dans ce cadre-là, une société de restauration à Marseille peut répondre à notre marché puisqu'elle est en capacité de s'approvisionner auprès de fournisseurs régionaux pour répondre à notre besoin. Voilà, tout à fait. J'espère que du coup, c'est assez clair pour tout le monde. On avait quelques précisions ensuite là sur cette thématique du local et des critères qui peuvent être utilisés pour confirmer cette possibilité de faire référence au local. Oui, alors là effectivement, je vous avais mis dans la réponse les dispositions du Code de la commande publique qui est un peu plus précise sur les critères qui peuvent être utilisés dans le cadre de la passation d'un marché public. L'idée, c'est de pouvoir être malin finalement et de pouvoir introduire et de pouvoir choisir des opérateurs locaux, des produits locaux via des critères, j'allais dire, indirectement. Par exemple, les performances en matière de protection de l'environnement,
ou d'une manière générale, un critère de choix sur les externalités environnementales pourrait vous permettre, mais c'est toujours assez difficile à mettre en œuvre, mais j'allais dire d'une manière purement théorique, vous pourriez très bien mettre en place un critère de choix qui serait sur le taux d'émission de CO2 émis lors des transports de marchandises ou lors des transports nécessaires à l'exécution du marché. Et dans ce cas-là, nécessairement, l'entreprise qui sera à Marseille, elle sera forcément moins performante sur ce critère-là qu'une entreprise qui sera située plus localement. Donc voilà, l'idée, c'est d'arriver par le biais d'autres critères de choix à circonscrire le champ des candidats de manière plus locale. Et là, pour ce point-là, le sourcing est vraiment très important aussi, et de faire appel à nous, structures d'accompagnement, si besoin. Parce que là, le taux d'émission CO2, c'est vrai qu'il existe, il peut être intéressant. Mais si on veut s'approvisionner auprès d'une petite société de restauration ou un traiteur local qui n'a pas cette batterie ou cette compétence à analyser ces émissions de CO2, il va peut-être être mis en défaut par rapport à d'autres grosses structures qui seront en capacité de faire ça. Oui, bien sûr. Tout comme l'aspect fraîcheur. Parce qu'à un moment donné, on utilisait aussi l'aspect fraîcheur des produits en calculant le temps entre la récolte et la livraison, en considérant que plus c'était proche et plus c'était frais. Et on a constaté une multitude de contre-exemples qui font que les organisations régionales ont leur fonctionnement, et des structures qui sont hors région, voire très très loin, les camions roulent toute la nuit et ils sont capables de livrer quelque chose, arraché quelques heures avant, mais qui vient pour autant de très très loin. Donc effectivement, de se rapprocher du sourcing pour savoir les capacités réelles de nos fournisseurs en région. Avec, effectivement, c'est tout à fait vrai, mais avec quand même pour limite donc à ça qu'il faut évidemment pas téléguider son marché, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rédiger le marché de sorte à ce qu'il y ait un ou deux opérateurs locaux qui puissent répondre au marché. Mais c'est effectivement très important de pouvoir faire du sourcing pour savoir exactement ce qui se fait localement et qui est susceptible de répondre effectivement à vos besoins, et qui sont peut-être des solutions auxquelles l'acheteur n'a pas pensé ou ne savait pas que ça existait. Bon, là, je pense qu'on a déjà un peu évoqué la question de la publicité inférieure à 40 000 €. Les conditions d'exécution, c'est ce qu'on était en train également de discuter. Oui, sur la qualité nutritive, j'attire juste l'attention de certains, des acheteurs. J'ai beaucoup de communes qui souhaitent mettre la qualité gustative, nutritive dans les marchés, et après, quand on les interroge sur la formule de calcul utilisée ou la chose un peu qui permettra d'objectiver ça, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc c'est pareil, je trouve que c'est un peu à utiliser avec parcimonie. Alors, les dégustations, oui, pourquoi pas. Par contre, les qualités nutritives, ça commence à devenir un peu compliqué pour les structures à justifier, et que ça soit pour le fournisseur, le prestataire ou l'acheteur, sur comment il va baser son choix, in fine. Juste, c'est vrai que je ne l'ai pas reprécisé, je l'avais bien mis là dans cette diapo. Les spécifications techniques, on peut bien sûr inscrire en toutes lettres les produits issus de l'agriculture biologique, étant un signe officiel de qualité, au même titre que les autres signes officiels de qualité, on peut l'inscrire en toutes lettres. Il est quand même recommandé de marquer ou équivalent. Oui, ah oui, oui. Voilà, pour ne pas obliger un fournisseur à être forcément labellisé. Et après, pour juger l'équivalence, c'est à l'acheteur de se faire son référentiel pour permettre de vérifier que ça répond bien au cahier des charges bio. Oui, tout à fait. D'une manière générale, c'est le cas pour l'ensemble des labels et des spécifications techniques. Il faut bien contrôler le cahier des charges d'obtention de ces labels et de ces recommandations et de ces distinctions et indiquer ou équivalent, de sorte à ce qu'une société dont les produits rempliraient le cahier des charges du label, mais qui ne l'a tout simplement pas demandé, puisse également répondre au marché. Il ne faut pas exclure des gens qui n'ont pas le label, mais qui remplissent complètement le cahier des charges du label. Donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement, il faut toujours prendre soin d'indiquer ou équivalent.
Et après, charge à l'acheteur de justifier l'équivalence. Sachant De que, contrôler l'équivalence. oui, Pardon. sachant que nous, on est assez vigilants à ça parce qu'il ne s'agit pas de diminuer l'importance du cahier des charges biologique et donc de s'auto-proclamer équivalent biologique sans l'être. Hein. Donc, effectivement, c'est pareil, c'est possible, mais c'est un peu marcher sur des œufs en même temps. Ouais. Marie, je me permets, je vois une question de Madame De Folie qui, on peut y répondre parce que c'est très très rapide, qui demande s'il est possible de demander des échantillons de repas et des contrôles inopinés. Alors des échantillons de repas dans le cadre de la procédure, oui, tout à fait. Hein. Vous pouvez demander, c'est parfaitement, c'est prévu par le code de la commande publique. Il n'y a aucun problème sur un critère d'échantillons de repas, des contrôles inopinés, ça concerne plutôt l'exécution, mais oui, c'est tout à fait possible d'organiser des contrôles inopinés dans le cadre de l'exécution du contrat. Maëlle, tu avais... Oui, on peut peut-être prendre, je vois qu'il y a plusieurs questions. Oui. Il y en avait une qui date un petit peu, et je pense qu'il était liée vraiment au tout début de la présentation. Pouvez-vous confirmer que la règle des 50% avec le 20% de bio ne s'appliquera pas pour un marché de fourniture de denrées alimentaires de 4 ans, accord cadre de 1 an renouvelable 3 fois, passé en 2020, dans la mesure où l'obligation, normalement, est à partir de 2022? Oui, bah, là, effectivement, le champ d'application de la loi Egalim, ça commence au 1er janvier 2022. Donc, un marché qui sera passé temporellement avant l'entrée en vigueur de cette disposition n'a pas à respecter une loi qui n'est pas encore en vigueur. Mais du coup, elle est communiquée assez longtemps en avance pour que les acheteurs puissent anticiper et pas Ouais, attendre voilà, le 31 forcément. décembre 2021 pour faire 4 ans sans faire les pourcentages. Mais bon, ça, c'est un débat. Ouais. Il y en a qui utilisent malheureusement cette astuce pour gagner 4 ans. Il y avait une autre question de Clotilde Bulté. Le fait de s'inscrire dans un projet alimentaire territorial est-il un objet justifiant d'exiger du local? Bah, juste exiger du local, là, disons que là, en l'état, c'est un peu difficile de répondre à la question. Il manque quelques données, mais oui, ça pourrait être en tout cas une base de travail pour demander effectivement, au moins en partie, des produits locaux. La possibilité d'indiquer des exigences de produits locaux régionaux dans le marché de gestion externalisée est-il également possible pour un marché de fourniture de denrées alimentaires? Donc ça, je pense qu'on le verra dans la deuxième partie. Et ensuite, il y avait le critère production d'un exploitant qui agit positivement sur la ressource en eau. Est-ce qu'on peut l'utiliser? Donc, je pense que c'est pareil. Ça, c'est plutôt des critères qui sont plus adaptés à un marché de denrées alimentaires plutôt qu'avec un prestataire. Oui, bah, d'une manière générale, oui, c'est un critère qui me paraît intéressant et sous réserve d'avoir effectivement les bons outils pour permettre de contrôler l'influence positive ou non d'un exploitant sur la ressource en eau, ça me paraît difficile à contrôler, mais en tout cas sur la rédaction, moi, un tel critère, ne me choque pas. Vous êtes Les autres beaucoup. questions, je pense que on y répondra avec la deuxième partie. Est-ce que il y a une autre question, c'est pour après aussi du coup? Non, mais c'est la même réponse que la toute première question. Puisque la loi fixe l'objectif au 1er janvier 2022, est-ce que des marchés pourront ne pas exiger les 50% de produits de qualité? Donc, Oui. tant qu'on est avant, a priori, oui, on n'a pas Jusqu'au obligation. 31 janvier 2021. Oui, c'est un peu le problème de la passation des marchés, c'est que temporellement, c'est toujours très difficile de déterminer à partir de quand une règle s'applique à un marché. C'est généralement précisé par le texte. Globalement, le mécanisme il est toujours un peu le même, c'est-à-dire que ne sont soumis aux règles qui n'entrent en vigueur à une certaine date que les marchés qui commencent à être passés à partir de cette date-là. Ok.
dernière question qui était prévue sur la gestion externalisée. Ça concerne le groupement de commandes. On a plus tendance à penser au groupement de commandes dans la fourniture de denrées, mais est-ce que dans gestion externalisée, une commune peut coordonner un groupement de commandes entre communes pour faire appel à un prestataire et éventuellement rédiger des lots géographiques du coup? Oui, bien sûr, c'est tout à fait possible, puisqu'il ne faut pas oublier que le groupement de commandes, c'est un outil qui est purement contractuel. Donc, bien sûr que des collectivités peuvent constituer entre elles un groupement de commandes dans ce type de marché et désigner une des communes membres du groupement de commandes comme coordinateur du marché. Et après, dans le cadre de la passation du marché, faire des lots géographiques, encore une fois, si ça se justifie, bien sûr. Si le territoire couvert par le groupement de commandes est un territoire large, ça peut pleinement se justifier de mettre en place des lots géographiques. Et ça, c'est quelque chose que l'on voit émerger et que l'on accompagne, mes collègues qui sont présentes, accompagnent le comité de communes du Pays Solemois ou le Valenciennes Métropole. Il y a de plus en plus d'initiatives de communes qui se regroupent pour faire un groupement de commandes et retenir un prestataire unique pour toutes les communes du territoire. Est-ce qu'on passe à la gestion autonome? C'est bon pour vous? Sur le timing, on est parfait. Ah, une question de Caroline, peut-être qu'il faut traiter maintenant. Si c'est une intercommunalité du coup qui porte le groupement de commandes, est-ce qu'il faut que les communes transfèrent leurs compétences à l'interco? Non, non, là, on est bien en dehors du champ du transfert de compétences. On est bien sur plusieurs acheteurs publics qui ont un même besoin et qui donc passent ensemble, choisissent de constituer ensemble une entité temporaire qui est le groupement de commandes qui va se charger de la passation du marché qui aura vocation à répondre à l'ensemble des besoins. Donc, on n'est pas là dans le transfert de compétences. Si vous avez un transfert de compétences, il n'y a plus besoin de groupement de commandes, puisqu'en réalité, seul le PCI portera la compétence et sera à même de passer le marché. Merci. C'est clair pour moi. Caroline, c'est bon? Ok. Eh bien, on enchaîne sur la gestion autonome. Alors, Maëlle, je te passe la main. Oui. Donc là, on va procéder un petit peu de la même manière. On va rebalayer les grandes étapes de la procédure et les points un petit peu clés à bien pas rater pour se donner le plus de chances de réussir et d'avoir du coup des fournisseurs régionaux qui répondent à notre marché. Donc on a repris le même déroulé puisque c'est la même procédure, même si il y a certains aspects qui vont un peu changer. Donc évidemment, dans le marché, la définition du besoin et expliciter les objectifs qu'on attend, c'est très important de le clarifier dans le préambule pour que l'entreprise qui va répondre identifie clairement quelles sont vos attentes. Surtout que parfois, comme on ne peut pas utiliser la question du local directement, il faut quand même que ça soit que les objectifs de la collectivité soient bien explicités. Ensuite, évidemment, dans cette première phase de préparation, il y a la question du sourcing à ne absolument pas rater et c'est même quelque chose qui est maintenant encouragé par le législateur. Ça permet de bien étudier quelles sont les entreprises, leurs produits, comment elles vont pouvoir répondre à mon marché, quelles sont leurs capacités en termes de livraison, d'agrément, de réactivité, pour ne pas demander des choses qui seraient inadaptées. Alors évidemment, ce sourcing-là, il faut l'anticiper et le faire bien avant le démarrage de la procédure. Ensuite, il y a la partie rédaction. Tu vas un peu vite, Marie, je suis encore sur celle d'avant. Il y a la partie rédaction du marché, où là, on a en fait 3 leviers à activer. Le levier de l'allotissement, le mémoire technique avec les spécificités techniques qu'on va mettre dedans et les critères de notation. Déjà, on peut travailler sur l'allotissement. Donc, grâce au sourcing, on va pouvoir peut-être faire des lots parfois un peu réajustés
pour être sûr qu'il n'y ait pas un produit dedans qui exclut des entreprises régionales finalement. Et effectivement, hein, si on met de l'avocat, de la banane dans certains lots, on est sûr que les entreprises qui ne font pas d'achat-revente ne pourront pas y répondre. Donc on voit quand même maintenant des collectivités qui travaillent bien des lots par exemple produits laitiers fermiers, ça s'est déjà vu, ou des lots légumes de saison avec vraiment un choix restreint de légumes, et après un autre lot qui vient compenser les produits manquants. Ensuite, il y a la question du mémoire technique. Donc là, c'est vrai que c'est la partie peut-être la plus difficile du marché, puisque ça demande d'être très au clair sur le fait de, est-ce qu'on va demander de la race à viande ou de la race laitière, enfin, parce que en fonction des entreprises qu'on a en région, on ne peut pas forcément, tout le monde n'est pas en capacité de faire la même chose. Donc là, il faudra également être vigilant sur les conditionnements ou certaines spécificités qui peuvent être demandées. C'est aussi le moment où on peut demander un niveau de qualité, tout ce qui est donc évidemment agriculture biologique ou signe officiel de qualité pour répondre à la loi Egalim, en précisant ou un équivalent. Mais c'est également là où on peut demander des produits fermiers en reprenant les définitions réglementaires qui existent. Où, par exemple, on a en région du porc notamment élevé à la graine de lin, avec un cahier des charges qui existe et qui est un peu similaire à celui de Bleu Blanc Cœur sur certains points. Donc reprendre certains critères comme ça de qualité qui peuvent être inclus dans le mémoire technique. Et enfin, on a, tu peux passer du coup à la diapo suivante, le dernier levier, la question des critères de notation. Et là, c'est vraiment, avant on était plutôt sur ne pas exclure les entreprises régionales, et là on va plutôt du coup essayer de leur donner plus de points. Donc évidemment, comme Marie l'a précisé, ça c'est valable aussi, le critère prix, attention au poids qu'il peut représenter dans le marché. Et donc, ça peut être intéressant en fonction du lot aussi de faire varier ce critère prix en fonction des objectifs souhaités. Dedans, donc, on peut réutiliser tous les critères qui ont été listés juste à la fin de la première présentation. Donc, développement des approvisionnements directs pour limiter le nombre d'intermédiaires, garantie d'une rémunération équitable des producteurs, par exemple. Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises dedans et donner les points supplémentaires nécessaires. Je te laisse poursuivre. Ensuite, un autre point, juste avant, ouais, merci. Un autre point vraiment très important et qui est souvent oublié, c'est au moment de la publication. Malheureusement, on a quand même beaucoup d'entreprises, on constate, qui ne font absolument pas de veille sur les marchés publics, qui n'ont pas un service marché, comme ça peut être le cas pour un grossiste qui lui est vraiment bien structuré pour répondre à des appels d'offres. Et parfois, on a des entreprises qui passent à côté des marchés juste parce qu'elles n'ont pas réalisé la veille de manière adéquate. Donc, nous, on essaye de les sensibiliser à ça. On réalise des formations aussi pour accompagner les fournisseurs sur la réponse au marché. Mais ça peut être intéressant quand même, notamment en phase de sourcing, de bien indiquer la période à laquelle on pense publier pour mettre ces entreprises-là en veille, ou sinon de s'appuyer sur des relais, des partenaires relais comme nous qui pouvons rappeler aux fournisseurs que le lien pour télécharger les pièces du marché est bien disponible et en ligne. Il y a également une plateforme qui est gérée par la Chambre qui s'appelle Offre alimentaire, sur lequel des fournisseurs peuvent s'abonner et recevoir uniquement les marchés de denrées alimentaires qui concernent la région. Donc c'est aussi un endroit où vous pouvez publier vos marchés. Voilà, et enfin, la dernière étape, ça c'est plus parce qu'on
on s'aperçoit quand même que dans le suivi du marché, il y a aussi un enjeu à bien suivre. Et comme entre les personnes qui réalisent le marché et les personnes qui reçoivent les commandes, qui vont les utiliser, il y a parfois plusieurs intermédiaires. C'est intéressant quand même de bien faire le lien pour que ces personnes-là, les personnes chargées de la commande, de la réception, soient bien au fait des spécificités qui sont demandées dans le marché et qu'il n'y ait pas de décalage entre, par exemple, le délai entre la commande et la livraison, les minimums de commandes et d'autres spécificités qui auraient été demandées dans le marché. Alors maintenant, on passe aux questions. Pour l'allotissement, qu'est-ce qu'une famille homogène? Y a-t-il des références? Peut-on rédiger sa propre classification? C'est une question qui revient pas mal et qui normalement a déjà été posée dans le fil de conversation, donc j'espère qu'on va pouvoir. Oui, tout à fait. On revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est qu'on a quand même, l'acheteur public a quand même une véritable liberté dans la définition de ses lots. Donc il n'y a pas vraiment de réponse à cette question. Qu'est-ce qu'une famille homogène? Il faut essayer de travailler au plus finement. Ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas mettre dans le même lot des prestations qui sont objectivement distinctes. Mais une famille homogène, ça peut être effectivement tout ce qui se mange, comme par exemple simplement des féculents ou distinguer fruits, légumes, fruits de saison, fruits pas de saison. Là-dedans, il y a une vraie, il y a véritablement une liberté. Et comme je le disais, la seule limite à cette liberté-là, c'est l'erreur manifeste d'appréciation. Donc, finalement, la réponse ne peut être que celle-là. On peut s'aider d'indices, et par exemple, les codes CPV qu'on voit beaucoup en matière de marché public peuvent être un indice, puisque finalement, ils définissent déjà plus ou moins des familles et des sous-familles de prestations. Mais voilà, c'est là une des rares cases dans lesquelles l'acheteur public a une véritable liberté de définition. Deuxième question, du coup, il y a quelle limite au saucissonnage est-il possible d'avoir dans les lots des fraises, mais de rédiger un lot fraises de saison à part? C'est possible dans la mesure où c'est justifié objectivement par le marché. Si on a effectivement des fraises qui sont utilisées pour un certain type de recette ou pour une certaine utilisation et des fraises de saison qui sont utilisées de manière objectivement différente, c'est effectivement possible de faire deux lots parce que dans ce cas-là, la prestation n'est pas exactement la même. Et ça peut être, par exemple, de justifier qu'on va avoir des préparations un peu différentes, alors Oui, que... et donc, on a besoin d'une fraîcheur bien particulière. Oui, tout à fait. Ouais. Si on utilise les fraises, j'allais dire, classiques pour des produits transformés, pour des recettes transformées, des tartes, des gâteaux, ce genre de choses, et qu'on utilise vraiment les fraises de saison pour une dégustation, j'allais dire, comme ça, toute seule, de nature, ou peut-être dans un autre cadre, comme par exemple ce qu'on disait tout à l'heure sur les repas en cantine et les repas en extérieur, en pique-nique. Ce genre de choses, ça peut être effectivement des justifications pouvant motiver des lots différents. Je poursuis du coup. Demander une exigence née, élevée, abattue dans le même pays est-il possible? Par principe, ça peut être possible, mais encore une fois, ça doit être justifié par l'objet du marché et surtout, ça ne doit pas être discriminatoire. C'est-à-dire que il faut contrôler que cette exigence, elle répond véritablement à quelque chose d'objectif, qui a là derrière la poursuite d'une véritable exigence objective de goût, de qualité peut-être de l'aliment, et pas simplement utiliser un tel critère pour finalement privilégier les acheteurs uniquement, les fournisseurs uniquement locaux. Ou un fournisseur dont on sait qu'il ferait que des produits nés, élevés, abattus dans le même pays. Donc pour information, pour faire le lien, ça c'est un critère qu'on a utilisé quand on a accompagné la région sur ses groupements d'achat viande.
Donc évidemment, on avait vérifié que c'était un critère qui n'était pas trop restrictif et qui d'ailleurs, pour certaines filières, n'a pas été utilisé parce que justement, on savait qu'il y avait des transferts et que c'était trop restrictif. Par contre, la justification du coup qui avait été donnée, c'était surtout pour des questions de traçabilité, d'exigence de traçabilité qui étaient plus faciles à respecter dans ce cadre-là et pour des questions de qualité. Ensuite, on a, après l'attribution d'un marché global de fourniture, est-il possible de tout de même passer à un autre marché pour satisfaire un besoin ponctuel? C'est un petit peu la même question qu'on avait pour le marché externalisé. Est-ce qu'on peut aussi l'appliquer pour le marché de fourniture? Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait, il faut effectivement vérifier ce qu'il y a dans le marché. Et plus le marché sera précis, plus ce sera facile de faire ce contrôle-là. Et si effectivement le besoin ponctuel n'est pas couvert en tout ou partie par le marché précédent, qui est déjà en cours, c'est possible tout à fait de faire un autre marché. On peut passer aux questions sur les discussions. Peut-on mettre un calendrier de produits dans le CCTP? J'imagine pour la saisonnalité. Oui, pour imposer quelque part un contrôle de la saison. Oui, c'est une bonne idée de mettre un calendrier de produits en annexe du CCTP pour quelque part en faire un outil de contrôle dans le cadre de l'exécution ensuite du marché. Comme ça, on est sûr d'être d'accord sur la saisonnalité avec le Ouais, prestataire qui pourrait tout à fait. trouver un calendrier totalement autre qui ne nous conviendrait pas. Après, faudra pas, enfin, encore une fois, il faudra être un peu fin dans la rédaction parce qu'il serait dommage de mettre un calendrier qui pourrait être incomplet et qui interdirait du coup, dans ce cadre-là, le fournisseur de fournir des produits qui sont pourtant de saison mais qui ne sont pas dans le calendrier dans le calendrier annexé. Donc c'est une histoire de rédaction, mais il faut peut-être faire attention à ce point-là. Ok. Peut-on quand même retenir un prestataire s'il n'a pas renseigné l'intégralité du BPU, donc du bordereau de prix unitaire, ce qui apparemment arrive souvent pour le poisson frais? Ça, c'est une question qui nécessiterait d'aller un peu plus dans le détail de la passation, mais par principe, une offre qui est incomplète, elle est irrégulière et elle doit être rejetée. Donc là, Oui, comme pour ça, moi, par c'était principe, j'ai envie de dire que non, c'est pas possible de retenir une telle société qui ne répond pas à l'intégralité du BPU. Ouais, non, c'est pas possible. Moi, j'avais retenu que ça faisait partie des rares choses qui n'étaient pas du tout négociables ou rattrapables, c'était que le BPU soit incomplet, quoi. Oui, d'une manière générale, effectivement, l'incomplétude de l'offre, c'est assez radical. Euh, ça peut être parfois, ça peut être parfois rattrapable quand même, mais c'est relativement rare. Hein. D'où l'importance du coup de réaliser aussi du sourcing et pour calibrer ces choses-là et éviter de se retrouver avec des produits où parfois c'est sur le poisson frais. Je sais qu'il y avait plusieurs conditionnements des entreprises qui font du sous-atmosphère ou du sous-vide. Et parfois, si on exige un seul type de conditionnement, et ben, on va exclure certaines entreprises qui ne seront pas en capacité de répondre. Oui, tout à fait. Ensuite, il y a une commune qui demande si on peut travailler sur un marché public avec toutes ces denrées conventionnelles et de considérer que l'on passera en gré, en dessous des 40 000 € pour les produits bio et autres produits locaux. Là, on retombe un peu sur la question de l'allotissement finalement. Hein. C'est acheter en gré à gré les produits bio et locaux, c'est possible si vous en faites un marché ou un lot à part et qu'on est effectivement en dessous du seuil des 40 000 €, mais il faut quand même veiller à ne pas faire de saucissonnage temporel et géographique. Si vous avez un besoin en produits bio et locaux, vous êtes certain d'avoir un besoin sur 2 ou 3 ans et que ça dépasse les 40 000 €, il faudra passer un marché, non pas en gré à gré, mais un marché en procédure adaptée. Mais d'une manière générale, je pense que c'est tout à fait possible de faire un lot marchandises conventionnelles et un lot produits bio locaux. Ouais. Après, avec mon regard de
d'animatrices sur le territoire pour que les filières puissent se structurer. Effectivement, c'est plus lisible d'avoir un MAPA que d'attendre de passer en gré à gré, parce que là, du coup, les fournisseurs n'ont pas connaissance en amont des commandes qui vont être effectuées. Donc, d'un point de vue structuration, ça me semble plus efficace de passer le bio dans le MAPA. Alors, d'autres questions? Si l'exigence de l'origine locale est cette fois-ci compliquée pour justifier dans les marchés de denrées, est-il possible par contre dans la notation de bonifier les fournisseurs qui font un effort par eux-mêmes? Un système de bonus, quoi. La règle, là on retombe un peu sur le principe de transparence de la procédure, c'est que si vous voulez bonifier les fournisseurs qui font un effort, il faut quelque part que ça se retrouve dans les critères de sélection des offres. Vous pouvez pas donner des points bonus à des candidats sans l'avoir annoncé. Parce que là, du coup, on est sur quelque chose qui s'approche de la rupture de l'égalité entre les candidats. Il faut, par contre, effectivement, ce qui est tout à fait possible de faire, c'est de faire des critères qui, donc, on l'a dit, ne sont pas frontalement, n'annoncent pas frontalement, n'imposent pas frontalement une origine locale, mais par des exigences un peu, j'allais dire, détournées finalement. On sait que ce sont quand même plutôt des critères qui peuvent avantager des fournisseurs locaux. Il faut mettre, au regard de ça, il faut mettre une méthode de notation dans laquelle on retrouve effectivement la même exigence et qui permette d'avantager des opérateurs qui font des efforts, qui répondent de manière parfaite aux critères de sélection des offres qui sont annoncés dans le règlement de consultation. Mais vous ne pouvez pas donner de bonus par après dans le cadre de la méthode de notation si ce n'est pas annoncé quelque part dans la passation du marché. Pour donner un exemple, pour illustrer cette question, dans ce qui également a déjà été utilisé, c'est d'avoir un critère sur un engagement de traçabilité. Donc pareil, c'est toujours une manière un petit peu détournée de favoriser le local. En gros, on va récompenser les fournisseurs qui peuvent s'engager sur un niveau de traçabilité élevé, c'est-à-dire qu'ils sont capables de nous dire mon produit, il vient, je suis capable de donner par exemple la commune d'origine, ou je suis capable de donner le département, ou la région, ou le pays. Et du coup, ça, c'est vrai que ça élimine quand même, ça donne moins de points par exemple, aux personnes qui font uniquement de l'achat-revente et qui n'ont pas forcément la connaissance fine de l'origine de leur produit. Donc, on va demander pour chaque produit que le fournisseur s'engage sur un niveau de traçabilité et un producteur local va pouvoir être capable de nous dire, moi, je sais de quelle commune, je sais le nom de l'éleveur, alors qu'un grossiste va peut-être pouvoir nous dire, ça, c'est de l'Union européenne ou c'est français. Voilà. Et si vous faites effectivement un critère de sélection sur cette base-là, du coup, il n'y a pas besoin de donner de points bonus. Les points bonus, ils viennent d'eux-mêmes, ils viennent du critère et de la méthode de notation qui est attachée au critère. Je rebondis sur la notion du fournisseur ou prestataire qui ferait plus d'efforts que demandé. En fait, c'est bien dans la formule de calcul qui conviendra de valoriser ceux qui ont fait mieux. Je m'explique que si en gestion externalisée, on demandait 20% de bio et qu'on a une société de restauration qui nous en propose 30, on n'est pas obligé de la limiter à 20 dans la notation, lui accorder le maximum des points à 20 comme celui qui proposerait 20. On peut utiliser une formule de calcul qui permettra de donner une meilleure note à celui qui a 30% ou pas? Là, c'est compliqué parce que ça dépend de comment vous rédigez votre document de consultation. Mais si vous fixez un objectif à 20 et qu'on vous en propose 30, on peut se retrouver dans le cas on peut se retrouver dans le cadre d'une variante. Donc après, on est sur tout le débat de savoir est-ce que la variante est autorisée ou non par les documents de la consultation. Et surtout sur l'analyse des offres qui va être compliquée. Vous ne pouvez pas comparer une offre d'un opérateur qui n'aura proposé qu'une variante avec quelqu'un qui aura fait une offre de base. Donc, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans toute la dynamique d'exiger une offre de base, une offre avec variante. Ça peut être des choses qui sont compliquées. Fixer des objectifs, c'est bien, mais il faut le rédiger de manière fine pour que justement on ne se retrouve pas dans ce cas-là. Et effectivement, si on n'est pas dans ce cas-là, si c'est simplement un objectif qui est
est fixé par exemple et qu'un opérateur vous dit bah, moi je suis capable d'aller au-delà, oui, faut que du coup ce au-delà se traduise mathématiquement dans la formule de notation. Ok. Dans les autres questions, il y avait l'expérimentation du repas végétarien par semaine. Peut-on en imposer plus? Oui. Bah, oui. On peut répondre oui. Là, on est effectivement dans le cadre de la liberté de l'acheteur. Ouais. Peut-on interdire des poissons issus de méthodes de pêche non respectueuses de l'environnement? Si c'est inscrit en entrée de jeu, je pense que du coup... Oui. Interdire. Alors là, je réfléchis un peu à haute voix. Interdire, c'est-à-dire que vous pourrez pas interdire un opérateur qui fait ce genre de choses de candidater à votre marché. Vous pouvez pas lui claquer la porte au nez. Ça, ce n'est pas possible parce que, sauf à ce que ce soit une pratique qui soit illégale. Dans ce cas-là, on serait dans une offre irrégulière. Mais l'objectif global, c'est quand même d'accueillir le plus de monde possible. Par contre, et c'est encore la même chose, c'est que si vous faut mettre en place des critères de sélection des offres qui disqualifient quelque part les opérateurs qui auraient ce genre de pratique, parce qu'ils auront nécessairement une mauvaise note, et donc ils ne seront jamais l'opérateur choisi. Mais Ou l'interdire de base, frontalement, ça me paraît pas possible. ou s'il passe à la notation, prévoir des pénalités en cas de constatation de produits qui n'auraient pas respecté ça? Oui, par exemple, oui, dans le cadre de l'exécution ensuite du marché, on peut tout à fait prévoir des pénalités pour ce type qui visera à sanctionner ce type de pratique. Ouais, tout à fait. Et on retombe là sur l'idée de mettre en place des contrôles ponctuels en cours d'exécution du contrat. Ouais. Par contre, il faut savoir comment on va être sûr que le fournisseur en question n'a pas ces pratiques-là ou pas. C'est là où effectivement c'est un peu plus compliqué, mais bon, pourquoi pas prévoir la visite de site ponctuellement, l'accompagnement lors de la réalisation des prestations, ou encore une fois, là on est sur un peu la traçabilité, la démonstration de la méthode finalement, hein, de la méthodologie utilisée. Dans les autres questions. Faire un lot à part entière, produits locaux, régionaux. Bah là, c'est tendu quand même, avec ce qu'on vient d'expliquer. Oui, parce que peut-être faut peut-être insister là-dessus sur la distinction entre les deux marchés. C'est que en marché de fourniture, l'acheteur public, il est en première ligne avec l'opérateur. C'est-à-dire que là, il n'y a pas, comme ça peut être le cas en gestion externalisée, où il y a finalement, on dit que c'est pas le critère local, il n'est pas discriminatoire parce que tout opérateur peut recourir en sous-traitance ou en co-traitance ou par des fournisseurs, peut acheter des produits locaux pour ensuite les transformer, se les approprier et ensuite les fournir à l'acheteur. Dans le cadre d'un marché de fourniture, vous êtes vraiment dans une relation directe et là, exiger du local, ça revient quand même à exiger plutôt que l'opérateur soit basé localement, soit géographiquement basé pas loin de l'acheteur. Donc, là, on est effectivement sur un critère qui peut être discriminatoire. c'est vraiment l'idée du fusible avec la société de restauration que l'on n'a pas dans le cas d'un marché dedans. Oui, tout à fait. Alors, il y a d'autres questions qui arrivent. Une astuce à partager, demander 1 ou 2 animations, démonstrations dans les cantines. Comme ça, effectivement, ceux qui sont loin vont se décourager. Alors ensuite, lors de la publication de la loi Egalim, un conseil national de la restauration collective a également été mis en place, censé aiguiller sur la rédaction des marchés. A-t-on connaissance de ce conseil national? Oui, effectivement, il y a ce conseil national qui a travaillé, où il y a plein de représentants, en fait, vraiment des têtes de réseau. Nous, au niveau des chambres, c'est la PCA qui siège donc l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, qui siège à ce conseil national de la restauration collective. Et en fait, c'est un fonctionnement par groupe de travail. Donc, c'est eux qui ont notamment travaillé sur les propositions de décret avant que ça sorte. Et il y a des groupes
par thème pour aussi donner des outils pour les collectivités pour réussir à une meilleure application de la loi Egalim. Donc, de ce que j'ai compris, là, avec la crise du Covid, les différents groupes se sont complètement arrêtés. Il y a un groupe qui travaille notamment avec l'ADEME en pilote sur la question des externalités environnementales, par exemple, et la méthodologie. Il y avait un groupe sur comment comptabiliser les produits locaux. Est-ce qu'il est pertinent de développer, par exemple, un outil à l'échelle nationale qui aide à calculer justement ces pourcentages-là et faciliter la remontée des informations. Et pour l'instant, on n'a pas forcément de publication. Il y a eu un guide qui a été fait, qu'on pourra peut-être vous transmettre sur la loi Egalim, un peu un petit décryptage de la loi Egalim. Mais après, il n'y a pas eu d'autres publications majeures. Alors ensuite, il y avait une suite à la question sur les produits de la pêche, avec le parallèle avec le bio. Donc, entre conventionnel et bio, effectivement, on peut exiger le bio parce que c'est un signe officiel de qualité, reconnu et contrôlé. Du coup, pour le poisson, c'est écolabel pêche durable. Aujourd'hui, il n'y a rien d'autre qui peut être mis en pourcentage pour justifier avoir un poisson durable. Les démarches sont en cours, en tout cas, de validation d'autres démarches. Donc, il faudra attendre que les autres démarches se fassent valider au niveau national pour que ça marche. Oui. Après, c'est toujours possible d'en demander. Il y a des marchés qui demandent des équivalents ou qui évoquent, par exemple, Mr. Goodfish ou MSC, mais évidemment, ça ne sera pas forcément comptabilisé dans les pourcentages de la loi Egalim. Alors ensuite, créer des outils de suivi et calcul harmonisé. Oui, ça, du coup, Maëlle a répondu. On constate des problèmes d'approvisionnement en produits bio sur les marchés, obligeant la cuisine centrale à adapter les menus. La production sera-t-elle suffisante dès 2022 pour répondre aux besoins qui sont nécessairement plus importants? Effectivement, plus la demande sera lisible, clarifiée et structurée, plus ça sera facile pour les fournisseurs de développer leur filière. Après, faut voir au cas par cas, puisque du coup, les fournisseurs de produits bio ne sont pas à saturation des marchés, c'est-à-dire qu'ils ont encore des produits qui sont exportés, donc ils peuvent être relocalisés en région. Donc, il faut voir dans ce cas de figure-là quels étaient les problèmes et comment résoudre ces problèmes, si c'est de l'anticipation, si c'est la saisonnalité qui était en bout de course. Là, c'est trop général pour pouvoir répondre. Mais Anne-Sophie, je pourrais te recontacter pour en parler si tu le souhaites. C'est une question intéressante. Je me permets juste de rebondir sur cette histoire de problème d'approvisionnement. C'est vrai qu'en la crise du Covid, d'une manière générale, a mis en avant quand même un certain nombre de problèmes sur les problèmes d'approvisionnement et la manière dont l'acheteur public peut faire face à une rupture d'approvisionnement de son prestataire. En l'état, il y a un certain nombre d'outils qui peuvent être utilisés, mais ça nécessite effectivement, comme vous le disiez Marie, de l'anticipation. On peut réfléchir par exemple à un appel d'offres, enfin un marché qui serait multi-attributaire. C'est-à-dire que pour le même marché, vous avez plusieurs opérateurs qui peuvent répondre aux besoins. Ça, c'est tout à fait possible d'avoir un marché qui est, dont le titulaire n'est pas un seul opérateur, mais plusieurs. Et ensuite, on passe finalement des bons de commande aux opérateurs en fonction du besoin et en fonction de leur stock. On pourrait aussi réfléchir à l'insertion dans le marché de pénalités, justement pour inciter finalement l'opérateur à anticiper les ruptures de stock. Il faut bien veiller aussi à mettre en place dans les contrats une clause qui est souvent assez méconnue, mais qui est pourtant hyper utile lors de l'exécution du marché. C'est la clause qui permet de résilier le marché aux frais et risques du titulaire. C'est-à-dire que vous pouvez passer un marché de substitution et le surcoût de ce marché de substitution, vous pourrez le faire payer par le titulaire défaillant, qui n'a pas anticipé donc la rupture d'approvisionnement. Et après, pour être un peu plus positif, pour finir sur cette thématique, je pense qu'il y a quelque part, il y a
il y a de l'incitation. Enfin, l'acheteur public, il doit être un peu tête de gondole là-dessus. Et justement, en insérant du bio dans ces marchés publics, il est incitatif, il incite les gens à développer ces filières-là et à faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'opérateurs qui puissent proposer ce type de produit et en plus grande quantité. Donc, c'est pour la raison pour laquelle faut quand même déjà dès maintenant avoir à l'esprit cette exigence-là et veiller par le biais de la commande publique à développer les filières d'opérateurs. Donc, il est moins le cas. On a quelques petits diapos pour présenter le cas groupement d'achat et ensuite on finira, on conclura. Maëlle, je te redonne la parole. Oui, donc ça, ça fait une bonne transition avec ce qui vient d'être dit, puisque finalement, donc c'est un exemple sur les groupements d'achat des lycées. Et donc ça fait quand même maintenant bien 4 ans, 4-5 ans, il y a vraiment un très gros travail sur ces groupements d'achat des lycées auxquels peuvent adhérer également des collèges. Et on voit bien que ce travail-là a aussi poussé les fournisseurs à mieux se structurer, à pouvoir répondre à aussi cette demande progressivement. Donc ça contribue quand même aussi à développer une offre petit à petit. Dans ce travail-là, en fait, il y a notamment effectivement Aprobio et la Chambre d'agriculture qui interviennent en fonction des groupements d'achat. Donc Aprobio est plutôt intervenu évidemment sur le groupement d'achat 100% bio qui existe et qui a eu des résultats assez intéressants puisque sur 2 ans, pour celui qui était sur 2018-2020, c'était 1,6 million d'euros et 7 fournisseurs régionaux retenus. Donc quand même assez satisfaisant en termes de résultats. Et dedans, du coup, c'est uniquement des produits bio et locaux. Il y a également eu ce travail-là pour la viande, pour les fruits et légumes, les produits laitiers, le poisson également. Donc là, finalement, on a fini un peu le cycle de l'ensemble des marchés et on recommence pour réaméliorer les premiers à chaque fois continuer dans cette amélioration. Et ça permet finalement de donner quand même des pistes qui ensuite, même si on est sur un groupement d'achat, donc avec beaucoup d'établissements, il y a beaucoup de choses qui peuvent être, comme il y a un gros travail de sourcing, il y a beaucoup de choses ensuite qui peuvent être réutilisées dans des marchés beaucoup plus petits sur les spécificités techniques et sur aussi les critères. Donc, ce qui évidemment est à ne pas oublier, donc c'est l'aspect identifier bien le besoin du groupement et les produits qui vont être recherchés. On a travaillé sur finalement le 80-20 en fait pour uniquement travailler sur les produits les plus consommés par les établissements. Ensuite, il y a eu un gros travail sur le sourcing pour bien identifier les produits disponibles, à quel prix et pour savoir si c'était quand même dans une logique cohérente par rapport à la restauration collective et quelle était la logistique ou le mode de fonctionnement des différents fournisseurs. Ensuite, ce qui a été privilégié, c'est de travailler plutôt sur donc des BPU où on a, pour le contrôle, en fait, c'est vrai que ça a facilité puisqu'on avait pour chaque référence de produit un prix, une qualité, une origine, avec cette exigence d'engagement de traçabilité dont j'ai parlé tout à l'heure et qui pouvait du coup faciliter la notation dans la deuxième phase. Et différents critères qui ont été utilisés comme le développement des approvisionnements directs, dans certains cas la juste rémunération des producteurs, mais je l'avais vu passer également sur la possibilité d'organiser une action de sensibilisation ou de visite qui aussi rapportait des points au moment dans la notation. Je rebondis également sur une question je me souviens qui était au tout début. Il a aussi été question à un moment donné de faire des marchés réservés, notamment sur les produits, les légumes 4e gamme, donc pour pouvoir favoriser des entreprises qui notamment faisaient de l'insertion. Et on a plusieurs légumeries effectivement en région qui sont des ESAT avec de l'emploi adapté.
et donc qui pouvaient du coup rentrer plus facilement via ces marchés réservés. On a une petite question sur les groupements d'achat. Donc, est-il possible d'adhérer à un groupement de commandes et de passer des marchés en dehors pour un même produit? Bah là, la réponse, elle est assez claire, hein, c'est non. Si vous faites partie d'un groupement de commandes, il faut que tout soit passé par le biais du groupement de commandes. En tout cas, faut bien regarder quel est le champ contractuel défini par le groupement de commandes, et tout ce qui rentre dans le champ du groupement de commandes devra passer par le groupement de commandes, hein. Là-dessus, ça a été jugé, il y a pas de doute. C'est vrai que du coup, ça a quand même un intérêt on mutualise les achats et puis on se libère un petit peu de la procédure quand on adhère. Mais par contre, c'est vrai qu'on voit encore pas mal de sous-estimation parfois du besoin. Mm. Et même question du coup pour les centrales d'achat. Est-il possible d'adhérer à une centrale d'achat et de passer des achats en dehors de ce produit? Bah, c'est-à-dire que le mandat que vous avez confié à la plateforme d'achat dessaisit quelque part l'acheteur d'acheter lui-même ce qu'il demande à la centrale d'achat. Alors, ça dépendra des contrats passés avec la centrale d'achat, mais globalement, il faut quand même bien avoir à l'esprit que ce qu'on demande à une autre structure d'acheter, on ne peut plus trop l'acheter soi-même pendant la durée du contrat. Sauf, encore une fois, et c'est quelque part un peu la même logique qui prévaut en matière de la question qu'on avait tout à l'heure sur le fait de dire est-ce que quand on a passé un marché, est-ce qu'on a un besoin qui apparaît par la suite qui n'est pas tout à fait le même que celui qui est dans le marché, est-ce qu'on peut passer un marché à part? Là, c'est encore une fois, c'est l'idée faut pouvoir être capable de bien déterminer ce qu'on demande au groupement de commande ou à la plateforme d'acheter. Et si on a un besoin qui n'entre pas dans ce cadre-là, bien sûr qu'on peut passer un marché à côté pour satisfaire le besoin. Tout est une question de rédaction à ce moment-là. Je n'ai pas vu d'autres questions en rapport avec cette thématique. Il y a des discussions, mais du coup, tout le monde peut lire. Du coup, Maëlle, on peut enchaîner sur la présentation de l'enquête et de l'opération. Juste pour conclure et pour vous donner cette petite information, on engage actuellement une opération qui s'appelle Engagé et solidaire, dont vous avez peut-être reçu l'information pour ceux dont on a les mails et qu'on a diffusé. Donc c'est une opération qui a été initiée par la région et avec un groupe de partenaires autour. L'objectif, c'est de rebooster en fait les commandes en local d'ici à la rentrée de septembre à décembre, parce qu'on a quand même vu vraiment un arrêt complet avec la crise du Covid et il nous semble important de relancer ça dès septembre pour que les bonnes habitudes puissent être reprises. Avec l'objectif de cibler en particulier 5 filières qui sont, d'après les informations que nous avons eues avec les différents opérateurs des filières, les plus touchées par la crise du Covid. Et donc, il y a eu notamment le maroilles, dont vous avez sûrement entendu parler puisque ça a été assez diffusé, qui est très consommé par la restauration commerciale notamment. Les filières bovins et veaux, la filière porc bio, la filière pommes de terre transformées et les moules de Bouchot. Donc cette opération, en fait, elle va durer de septembre à décembre. On a commencé par une enquête auprès des acheteurs pour recueillir en quelque sorte un engagement de solidarité vis-à-vis de ces filières-là. Par exemple, voilà, est-ce qu'on est prêt à s'engager à faire tous les 15 jours, par exemple, des pommes de terre transformées de type frites, cubes, lamelles, etc. Et du coup, estimer des volumes que ça pourrait représenter pour les filières. Donc les départements ont été également invités à rejoindre cette démarche, tout comme les communes et les collectivités. Donc vous êtes invités à éventuellement diffuser cette enquête pour massifier un petit peu l'effet sur nos producteurs locaux.
Et à la suite de cette enquête, il y aura également des actions plutôt d'animation, de sensibilisation autour de ces filières-là. Et très probablement, du coup, notamment un événement par filière pour valoriser, mettre en avant ces produits-là avec les chefs. Donc, si vous avez des questions de manière plus précise sur cette opération au niveau du conseil régional, vous pouvez vous adresser à William Gory. Et sinon, au niveau des chambres, côté versant sud, vous pouvez voir directement avec Anne Prévost, qui est de la Chambre d'agriculture de la Somme. Côté versant sud, directement avec moi, nous, on est en charge notamment de la partie sur l'enquête et on fera un retour aux collectivités d'ici au milieu de l'été sur les résultats et ce que ça implique pour les filières. Et en fait, l'idée de diffuser aussi largement, c'est que chaque collectivité aussi puisse reprendre cette opération et l'intégrer de la manière qu'elle le souhaite, avec des opérations très locales, par exemple, qui pourraient être déclinées sur leur territoire de manière indépendante. Maëlle, je te laisse le mot de la fin si tu voulais. Le mot de la fin. Et ben, merci de votre participation. Et j'ai l'impression que ça a plutôt bien fonctionné avec les questions, donc c'est plutôt satisfaisant parce que c'est pas évident de changer de format par rapport à nos interventions habituelles en présentiel. Le prochain rendez-vous, du coup, c'est le 10 octobre sur les questions d'autoconsommation, avec notamment, on avait pas mal de collèges qui, au départ, avaient des interrogations. Est-ce que je peux utiliser par exemple des herbes aromatiques que j'aurai sur mon établissement, ou est-ce que s'il y a un potager sur l'établissement scolaire, je peux utiliser les produits directement dans ma cuisine. Voilà, pour répondre à toutes ces questions-là, on a travaillé en particulier avec le département du Pas-de-Calais qui avait beaucoup avancé sur cette question, et donc l'idée c'est de partager leur retour et d'échanger largement. Et donc cette fois-ci, on essaye de revenir sous le format salle de réunion et méthode participative de travail. Parce que bon, j'espère que vous n'avez pas été... Bon, vous êtes bien exprimé sur les discussions, mais j'espère que vous n'avez pas été trop frustrés de ne pas pouvoir vous exprimer comme quand on est en vrai dans une salle. Je pense qu'il ne reste plus qu'à remercier notre avocat. Monsieur Alterbach, merci beaucoup pour ces compléments et la clarté des apports à chaque question, parce que c'est vrai que c'est une thématique assez ardue. Donc, merci beaucoup. Et je sais qu'on peut continuer à faire appel à vous s'il y a d'autres questions qui peuvent émerger. Vous pouvez contacter soit directement Monsieur Alterbach, soit passer par nous. On peut aussi jouer ce rôle d'intermédiaire sans souci. Et après, on peut mettre en place aussi dans chaque territoire, pour préciser les choses, des formations à destination des élus sur les bases de ce travail. Tout à fait, en visio ou en physique. Merci à tous et puis bon appétit et bonne journée. Merci beaucoup, au revoir à tous. Au revoir. À bientôt, au revoir.